Bonsoir. Laurent Gbagbo sera en visite du 7 au 10 avril 2022 dans l'Ouest ivoirien. Pour certains observateurs, ils font état d'un déplacement plutôt difficile. Qu'en est-il concrètement? On en parle en tout début d'émission. Et ce soir, il sera également question de culture et de la vision d'un homme. Notre invité est l'allié Blaisiri Camille. Monsieur BBC, il est journaliste, reporter et photographe. Il vient de nous parler d'un merveilleux ouvrage. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Analyse pertinente, débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Je vous parlais d'un merveilleux ouvrage, c'est celui-là que vous allez découvrir tout à l'heure. Il est de monsieur Blaisiri Camille Bali, monsieur BBC. Voilà, donc je sais plus simple de le dire. Donc c'est un merveilleux ouvrage qu'on va découvrir, qu'on va décortiquer tout à l'heure. Je vous explique qu'il y a de merveilleuses photos à découvrir ce soir. Pour dire qu'on va faire une magnifique émission. Je compte sur vous pour être là, pour rester. Et bonsoir à ceux qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux. Bonsoir à ceux qui nous suivent à travers donc leurs écrans. Bonsoir à mes amis sur la table. Bonsoir à Rihanna Assi. Bonsoir à Brice Hano. Comment allez-vous? J'aime bien le feeling, c'est bien. Ça va très bien. Et je ne sais pas pourquoi, oui, on montrait André, très concerné par ce qu'on disait. Oui, parce qu'on dit bonsoir Rihanna, bonsoir Brice, on faisait un petit jeu. Et puis là, on vous a vu, la tête baissée, très concerné par ce joli jeu de mots, cet échange plutôt intéressant. Je ne pensais pas que c'était le moment pour moi Et donc, comme ça, on n'est pas très concerné par le reste. De pénétrer vous êtes un mauvais élève. Dans une si belle harmonie que vous aviez crié, mon frère. André, comment allez-vous? Elle est jolie. Dans les salles de classe, il y a des mots qu'on n'emploie pas. Oh, pénétrer, si. par exemple. Très bien, on a bien compris. 2 fois, oui. Il pleut ce soir sur Abidjan. Sortez couvert. Une petite recommandation. Faites attention, les chaussées sont glissantes. Ouais. Faites attention. Soyez prudents sur les routes. Surtout. Voilà. Bon, évidemment, j'explique ça à ceux qui sont déjà à la maison, pour ceux qui s'apprêtent à sortir. Ce n'est pas ceux qui sont sur les routes. André, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui, ça va plutôt bien. Vous avez porté la veste du disco, c'est ça? Oui, parce qu'on parle de culture, culture vestimentaire. C'est très joli. Donc, c'est très, très joli. Je vais retrouver dans le livre de BBC quelqu'un qui s'habillait comme vous. Sans doute François Ouga, quand même. Certainement, oui. Un des plus grands, permettez l'expression, sapeurs de notre musique. Et à qui on doit l'expression la vie de Louga. Exactement. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien. Magnifique, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles ce soir. Merci. Ce sont des boucles... Mais des boucles. Des boucles bleues. J'aime les porter en général. Très bien. Notre petit débat, c'est maintenant et c'est juste après une courte pause. André Bois, monsieur le président Laurent Gbagbo entend se rendre du 7 au 10 avril 2022 dans l'Ouest ivoirien. Ouais. Pour certains, c'est un déplacement plutôt difficile et pour d'autres, c'est une visite comme une autre. Oui, pour d'autres, ce sont ces partisans de PPACI qui, le week-end dernier, à travers donc Koné Katinan, organisent une conférence de presse quand même pour annoncer les conditions de cette visite, donc mobiliser toute une région qui, je le rappelle, avait soutenu donc, le président Laurent Gbagbo durant donc, sa mandature. Et puis, cette région a été une région meurtrie durant donc, cette crise qui a commencé sitôt le mandat de Laurent Gbagbo débuté 2002 jusqu'en 2010-2011. Donc, c'est une région, on va dire... Ça va être la question, qu'est-ce qui fait couler autant d'encre et les salives concernant le déplacement de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo? C'est que pendant ces préparations-là, il y a eu... cette stèle qui a été dévoilée, qui, de mon point de vue, a été peut-être l'élément qui a commencé à faire parler les uns et les autres. Une stèle sur laquelle, évidemment, on va marquer que voici ceux qui auraient donc meurtri le peuple de cette région. Donc, ça fait parler. Et puis bon, je ne pense pas que parce que, rappelons-nous, il a effectué des visites, il a été même chez lui dans la région donc, du centre-ouest, il a été chez les Ébriers. Ça n'a pas provoqué tant de... Je pense que c'est plutôt cette stèle-là qui a dû déclencher et qui a été aussi exploitée par d'autres chapelles et donc qui a dû déclencher un peu la polémique et dire que son déplacement pourrait être périlleux dans cette région.
Et je pense que peut-être on est dans cette recherche d'apaisement ou de paix sociale qui est souhaitée et qui est souhaitable. Peut-être qu'il y a un politiquement correct qui ne dit pas son nom, parce que lorsque on écoute les représentants, je crois le représentant des chefs de la région qui fait partie de ceux qui s'opposent à son déplacement dans cette région et à la commémoration de cette stèle. Je crois que l'un des arguments qui est évoqué, c'est le fait de ne pas réveiller de vieux démons ou de remuer le couteau dans la plaie, alors qu'à mon avis, ce n'est certainement pas le cas. Pour l'instant, il n'est pas encore arrivé dans cette région et je pense que les populations peut-être ont certainement besoin de pouvoir pleurer et terminer ce deuil, en fait. D'où cette stèle. Donc, c'est vrai qu'il y a des craintes, mais je crois que ce sont des craintes infondées quand même. Voilà. On dit que c'est une visite de compassion. Non, moi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je parle de commémoration. Après, je ne suis pas dans la critique de la visite en tant que telle, mais je suis plutôt de la critique de l'interprétation d'Edith. Moi, je ne pense pas que le peuple là, qui a besoin de pleurer doivent le faire forcément en présence de Laurent Gbagbo, de choses. C'est un moment national. Voilà, quand un peuple a été meurtri, qu'il soit de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest ou de machin, je pense que les pleurs, c'est vraiment un moment aussi national. C'est pas un moment, il décide de venir les soutenir, oui, bien sûr. Voilà, pour moi, ce n'est pas un interdit. homme politique, non, personne ne dit que c'est interdit, mais c'est que les gestes des hommes politiques doivent être interprétés et doivent avoir aussi de la valeur. Parce que je pense que ce qui est bon de faire ici, c'est qu'effectivement, c'est cette partie de la population, dans cette partie de notre pays, il y a eu des actes atroces qui ont été commis. Une trentaine de charniers. Et bien sûr qu'il faut pleurer ça, mais il ne faut pas l'instrumentaliser ni l'exploiter politiquement. Aujourd'hui, je dis qu'on n'est pas là pour savoir est-ce que c'est un lago qui a été tué ou un... mais il n'est même pas encore arrivé dans la région en question qu'on interprète déjà ce qu'il va faire. Edith, tu nous dis que c'est normal qu'on fasse une stèle. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique de faire une stèle, c'est un moment national, c'est ce que je veux dire. Les stèles partout dans le monde... Le PPACI est l'auteur de cette stèle. Non, enfin, moi, pas que les populations. À partir du moment où tu m'as parlé de cette stèle, moi je te dis... Les populations, ce n'est pas le parti qui est l'auteur de cette stèle. On parle de forme de responsabilité partagée. Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est certes un homme politique, il est certes à la tête donc, du PPACI, mais il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et de cette histoire, donc, il a un devoir de savoir utiliser sa position aujourd'hui. Et quand on regarde les différentes craintes qui sont exprimées ou les différentes réticences qui s'expriment quant à sa venue, c'est bien à cause j'ai envie de dire, de la raison de sa venue qui a été évoquée. Cette volonté de vouloir compatir, cette volonté, mais on se dit, pourquoi après tout ce temps, est-ce qu'on devrait vouloir s'asseoir et revenir justement sur ces plaies, revenir compatir? On est dans un exercice de sorte de réconciliation, on est en train de panser la plaie. Est-ce que c'est le moment de revenir remuer le couteau dans la plaie, comme certains l'ont dit? Est-ce que c'est la visite en tant que telle, c'est la présence de Laurent Gbagbo aux côtés du peuple qui pose problème? Est-ce que ce qui pose problème, ce n'est pas ce qui est prévu après, c'est-à-dire deux meetings où on craint que Laurent Gbagbo, comme ça a été le cas chez les Atchans, dise des choses qui peuvent être interprétées comme étant... Mais c'est un homme politique. Est-ce que c'est plus... Mais c'est sinon, un sa homme présence, politique. vous dire, j'ai besoin d'adresser une certaine compassion, je peux me déplacer. déplacer. Il a le droit de le faire. Voilà, je peux me déplacer. Oui, mais moi, il a tout à fait le droit de le faire, mais la population également qui reçoit a le droit de s'exprimer par rapport à ça. Et c'est quand on lit ces différentes expressions... Oui, mais les personnes qui sont contre ne représentent pas forcément toute la population. Mais on parle de ces réticences, c'est bien si nous en parlez. C'est un mot qui est bien choisi. Oui, bien sûr, quand je prends le préfet de police à la retraite, donc ça c'est un article de Yéclo, le préfet de police à la retraite, Toé Blaise, qui est président de l'Union des chefs traditionnels de la région du Guémont, a indiqué que sa région est impatiente de recevoir son fils et que personne ne veut se faire compter cet événement. Non, mais donc, on est d'accord qu'il y ait des gens qui soient heureux, mais on parle là du cas des personnes réticentes. Sur les réseaux sociaux, qui nous dit, non pas des réseaux sociaux, qui dit Koula Emmanuel Victor, chef de terre de Guiglou, a appelé à un report de la visite de compassion. Oui, c'est un autre exemple. Voilà. Non, je veux qu'on revienne sur quand même nos avis. Moi, je pense que pour moi, franchement, la visite ne me gêne pas. Moi, Laurent Gbagbo qui s'élève, qui va visiter des gens, ça ne me gêne pas. Je dis juste, c'est l'instrumentalisation qu'on fait derrière. Edith, il ne faut pas nier le fait que
cette stèle, on entend parler de cette stèle à l'orée de sa visite. Donc c'est ça que ça commence à me poser des questions. Sinon après, qu'un chef d'État, ça se fait tout le temps. Donc tu émets des suspicions sur l'origine de cette stèle. Des réserves, pas de suspicions. Voilà, des réserves, parce que je pense que il y a des moments comme ça, et vu ce que représente Laurent Gbagbo, il y a des moments comme ça où nos actions ne doivent pas être des actions qui installent la confusion. C'est là où je pense que la sortie, je lis quelque part ici des propos, donc hier, le président du PPACI qui disait « S'ils veulent casser la stèle, qu'ils la cassent, je ne viens pas pour une stèle ». C'est dire que lui-même, il reconnaît que sa visite est associée à cette stèle. Il y a des gens qui ont instrumentalisé. Est-ce que ce sont ses partisans ou ce sont des gens qui sont contre? Je n'en sais rien, mais le fait est qu'il y a ça. Donc, en fait, ce que moi, je tente de faire comprendre, faisons attention à ce que nous, en tant qu'hommes politiques, chaque fois qu'on pose des actes, ce ne soit pas des éléments pour déstructurer la société. C'est ça qui pose problème. Mais en quoi cela va déstructurer la société? Parce que, on parle de réconciliation, il y a eu un dialogue, on est responsable de ce qu'on dit ou ce qu'on fait. En quoi On n'est cela pas va responsable de comment déstructurer la les autres société l'interprètent. ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, ici, Oui. pardon. En quoi cela va déstructurer la société ivoirienne? Mais si aujourd'hui il y a des personnes. commémoration. Mais déjà, on est déjà dans le principe. Le Si problème, cette c'est le visite-là contexte. suscite Le problème, c'est le déjà- contexte. Si cette suscite-là déjà autant d'interrogations, c'est qu'il faut se poser des questions. Oui, c'est ça qu'on dit. Dans cette crise, je pense qu'il y a eu Oui. également d'autres commémorations. Quand il est parti à Alors, Mama, personne ne s'est bien posé sûr. des questions. Alors Oui. après, Il y justement, a d'autres c'est un homme commémorations. politique. C'est un homme politique et ce qui va se jouer, c'est les mots qui vont être utilisés. C'est qu'est-ce qu'il va véhiculer comme message, comment est-ce qu'il va parler à ces personnes et comment est-ce qu'il va réussir à faire baisser cette forme de réticence ou sinon à carrément la couvrir. Sinon, Donc, après, tout est sujet à interprétation. Donc on attend. non, on est attend- d'accord. on attend Mais que c'est cette là où, visite c'est se là, fasse. c'est Voilà, là, on c'est attend là que cette où visite se fasse, tout simplement. dans un contexte où Ne lui prêtons pas les mots. dans un contexte où on parle d'apaisement des cœurs, de réconciliation, on est d'accord que la population également a sa responsabilité. Chacun doit jouer un rôle quand on parle de réconciliation, parce qu'il y a encore des frustrations, il y a encore des douleurs qui sont enfuies. Donc on peut comprendre que ce soit en tout cas l'expression de ces différentes frustrations, mais c'est là où en tant qu'homme politique, il va avoir le challenge de venir apporter les mots qu'il faut, les actions qu'il faut lors de ces différentes visites. Parce que là, il dit encore, attire mon attention sur cette affaire de stèle. Moi, j'y tiens parce que je dis, je ne suis pas la visite. Franchement, je pense que c'est un problème. La stèle dit quoi? La stèle dit précisément l'ONU, la France et Oui, la bien sûr. rébellion ont fait de vous des martyrs. Mais franchement, excuse-moi. Le titre, Edith, non, je peux oui, juste bien sûr, finir ça, non, ça, je ne suis pas Non, d'accord. je C'est vrai suis- que non, ce il finit, titre il finit. on peut me pas pose s'en problème, on Voilà, est d'accord. voilà, donc C'est André juste- finit pour qu'on puisse ouais, bien c'est C'est comprendre juste son cette idée. partie qui me pose problème. Oui, non, Voilà, André, juste André, le reste, terminez pour à ceux part qui ça, savent pas je ce qu'il y a suis sur la totalement stèle. d'accord. Voilà, C'est sur cette partie qui me c'était pose ça problème. qui dit ça. Donc, forcément, quand dans une zone de notre pays, il y a eu des crimes qui ont été commis, et nous tous, nous en sommes conscients de part et d'autre, que ça a été commis par des rebelles, que ça a été commis par des forces gouvernementales, il y a eu des crimes. C'est pour ça que ça doit être un moment national. Parce que si on commence à indexer, alors qu'on n'a pas vidé l'ensemble de nos contentieux, ça peut poser problème. Et ça peut poser problème dans le sens où, la preuve, il y a des gens qui se sont manifestés pour dire on va détruire cette stèle. Et donc, le préfet, c'est à ce moment-là qu'il se dit, mais attends, il va y avoir des problèmes, il faut que j'intervienne. Donc, en gros, et Brice l'a dit, il a si bien dit, si on se rend compte en tant qu'homme d'État qu'on a un contexte qui pose problème, pas forcément parce que notre acte peut être juste, mais si le contexte n'est pas compris, Ne s'y prête pas. on peut quand même voir ce qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je dis simplement. Je pense que Laurent Gbagbo est bien conscient de son rôle dans cette Surtout dans cette période région. d'apaisement. Et certainement, au regard des prochains jours, forcément, il ne va pas s'amuser à tenir des propos qui pourraient... Voilà. Non, Remuer le couteau dans la l'objectif plaie. ne serait pas, s'il tenait certains propos, l'objectif ne serait pas volontairement, ou en tout cas ne serait pas de vouloir à travers ses propos. Mais après, souvent ce qui pose problème, c'est l'interprétation. On a bien vu ici que lorsque le président Laurent Gbagbo s'est rendu chez les Atchans, il a tenu des propos, mais après qui ont été interprétés, chacun Diversement, selon oui, bien sa sûr. sauce. Oui, mais le Donc, problème, c'est toujours les interprétations. C'est Mais pour voilà, ça c'est qu'un pour homme ça qu'il faut politique... faire attention à ce qu'on dit. C'est ça, c'est pour ça qu'un homme politique doit faire attention à ce qu'il dit. Et c'est bien ce qui crée la crainte de ces personnes qui ont de la réticence. C'est de dire, bon, s'il a pu tenir de tels propos dans d'autres zones, on n'a pas besoin de ça ici pour le moment. Et c'est bien ce qu'ils expriment. Et c'est là où va se jouer son challenge, de savoir choisir ses mots, de savoir quoi dire pour favoriser en tout cas un apaisement. Une chose est sûre, c'est censé être une visite de compassion.
André le disait, il faut peut-être revenir à ce qui est l'essentiel. Donc à ce moment-là, c'est qu'on a un peuple qui a souffert. Et aujourd'hui, c'est peut-être une occasion, comme André le disait, donc un moment national qu'on va choisir pour pouvoir prier, pour pouvoir se recueillir, pour pouvoir dire... Faire le deuil. Faire le deuil. Des gens ont souffert, ils ont perdu des êtres chers, ils ont été meurtris et je pense que c'est plus un moment de recueillement et on espère que ce moment le restera sans forcément qu'il donne lieu à autant de supputations. Et puis un point quand même qu'il faut élever pour quand même nos téléspectateurs qui nous écoutent, c'est que pour ériger une stèle ou un monument dans une ville, ça répond à des règles en fait. J'ai dit que les monuments urbains, tout ça, répondent aussi justement à une règle qui est de passer par des autorités compétentes, etc., etc. Donc, tout ça, c'est quand on foule au pied, justement, cet ensemble de pratiques, ça peut créer un environnement qui n'est plus favorable, c'est ce que je veux dire. Tout ce qu'on espère, c'est que ça se passera, comme disait Kader Bamba, on espère qu'il n'y aura pas de dérapage. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Oui, en tout cas, les prochains jours vont nous en dire un peu plus. Nous, on va tout de suite à notre plus vu et entendu. Le vu et entendu du jour nous vient de la une du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Eh bien, Claude Saïs Oumaroro lui a rendu visite au nom du président Alassane Ouattara hier. Charles Blé Goudé, une marque de considération et un pas de plus vers la consolidation de la paix sociale dont on parlait tout à l'heure. Bonne nouvelle, André, on aurait pu dire. Oui, bonne nouvelle, puisque depuis donc la libération de Blé Goudé, son acquittement, il n'y avait pas eu une autorité de ce niveau-là qui ait pu lui rendre visite. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Surtout que nous, en tant qu'observateurs quand même indépendants, on trouvait que qu'est-ce qui justifiait qu'il soit maintenu à l'extérieur. Et donc, avoir le chef de cabinet du président de la République qui se déplace, qui le rencontre, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de réparer un peu son absence, quand même, puisqu'il parle de consolidation de la paix sociale, son absence dans le dialogue politique et aussi un dialogue social qui permettait justement à différents acteurs sociaux et politiques de parler. Et donc je trouve que c'est une très bonne chose. Et d'avoir permis même que Blé Goudé puisse communiquer là-dessus, je pense que de la part même du pouvoir en place et de Claude Saïs et sans doute de ceux qui l'ont mandaté, c'est une bonne chose. Ça montre que le dialogue est toujours ouvert et que ce jeune dirigeant politique devrait regagner chez lui tranquillement. Après, c'est un bon signal. Hein. On va dire que les signaux sont ouverts plus ou moins déjà pour que Charles Blé Goudé ait son passeport, parce que le vrai problème, c'est qu'il n'en a pas parce que bon, pour l'instant. Et on le disait, Edith, ça passerait éventuellement par règlement politique. C'est ça. Par règlement politique, et je pense que, comme l'a dit M. Nyamke Kofi, coordonnateur général au niveau du PDCI-RDA, donc des élections au niveau du PDCI-RDA, ce rapprochement est la résultante donc du 5e dialogue politique qui s'était tenu à Abidjan. Donc c'était une initiative qui avait été arrêtée à la fin de ce dialogue et qui était donc prévue. Bon, on s'attendait peut-être à avoir le passeport peut-être remis à ce moment précis. Oui, bon. C'est vrai que j'ai lu toute la publication de Charles Blé Goudé. Un discours, ça a quand même été évoqué. Oui, bien sûr, donc un discours assez diplomate. Que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que bon, on s'attendait peut-être qu'avec cette visite, il aurait dans les mains avec la photo. Bon, c'est vrai que parfois, quand on a son passeport et tout. Non, mais non. C'est ça. Et parfois, quand on a beaucoup d'espoir, c'est une image que j'aurais aimé voir. Ouais. Mais c'est un bon début. Non, mais Edith l'illustre bien. Parfois, quand on a beaucoup d'espoir ou qu'on attend longuement quelque chose, on s'attend à ce que ça vienne comme ça dans un gros paquet. Dans un gros paquet. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, comme tu le disais, les signaux sont ouverts. On le voit dans sa publication. C'est une des questions. En fait, j'ai pas vu la prochaine étape parce qu'il a fini sa publication. Je m'attendais au next step. Donc c'est clair que l'obtention de son passeport, c'est une question qui fait beaucoup parler et je pense que c'est ce que les gens attendaient même de cette rencontre. Et en tout cas, il a dit que ça a été évoqué et il a l'air plutôt optimiste. En tout cas, à en lire ces lignes. Oui, donc on l'est aussi. Mais on l'est aussi, voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Donc on espère que la prochaine étape, ça sera la remise de son passeport, tout simplement. Oui, concret, je pense. Edith est dans le concret. Oui, mon optimiste, et vous avez expliqué notre optimisme. Moi, j'aime bien aller... Edith, elle aime bien, mais moi, je pense que c'est bien, ça, je l'ai souvent dit, c'est bien les photos, tout ça. Oui, parce que derrière, ils échangent par mail, au téléphone, voilà. De quelqu'un à qui l'État n'a plus rien à reprocher, donc voilà, ça s'arrête là. Après, on peut faire les jolies photos pour se saluer. Ils ont le droit aussi quand même d'aller rendre visite à Blé Goudé, qui est un acteur politique, et lui, Claude Saïs, de sa position,
non, c'est un conseiller politique du président, etc. Donc, mais aller faire juste une photo et on l'exploite comme ça, c'est dire que même lui, Blé Goudé, qui aurait aimé avoir son passeport, est obligé d'utiliser ça comme elle le dit, comme un signal positif. Non, je ne suis pas, spécialement d'accord. C'est le passeport. Non, je ne suis pas spécialement d'accord avec André. Non, voilà, disons-le. Je ne suis pas spécialement d'accord parce que on lit dans ces mots comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de diplomatie, mais il n'est pas obligé d'utiliser des mots comme atmosphère fraternelle, etc. Donc moi, je veux qu'on reste sur la note optimiste. C'est la diplomatie. Parce que vous assurez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère qu'on reste sur une note optimiste parce qu'on aurait pu ne pas faire cette rencontre. On aurait pu ne pas avoir cette rencontre. Si on en parle, c'est bien parce que ça a eu lieu. Donc ça démontre quelque part d'une certaine volonté d'arranger les choses ou de faciliter ce processus. Est-ce qu'on aurait aller un peu plus loin? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est trop tôt pour qu'on dise qu'ils font juste de jolies photos. Arrêtez. On est toujours trop sur la défensive. Non, on est toujours trop sur la défensive. C'est vrai, ça fait une jolie photo. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir, mais mieux vaut rester optimiste parce que jusqu'à présent, c'est vrai que quand quelque chose a été annoncé, on a quand même eu quelques petits résultats. Très bien. Quel que soit le temps que ça prend. On vous a entendu, André. Je veux dire, on ne veut pas doucher l'optimisme de Rihanna, mais quand même, la réalité, c'est que ça fait 1 an, ça a été fêté il y a quelques jours, que voilà, la Côte d'Ivoire n'est plus dans cette affaire de CPI, c'est quelque chose. C'est l'histoire des peuples. Mais à un moment, il faut qu'on tourne la page. Je n'avais pas dit qu'on la tourne violemment, mais il faut qu'on la tourne une fois pour toutes. Quand on lit le message de Blé Goudé, en fait, on n'a rien finalement. Excusez-moi, je n'ai rien en fait. Voilà, c'est OK. T'as juste une jolie photo. Oui, une jolie photo, atmosphère fraternelle. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, atmosphère fraternelle, initiative, qui pas de plusieurs réconciliation. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on retient? Rien. Voilà, on a retenu qu'il y a déjà un signal que le chef de l'État a mandaté, ou en tout cas le directeur de cabinet du chef de l'État s'est rendu, du chef de cabinet, s'est rendu auprès de Charles Blé Goudé pour essayer de s'en tirer de cette situation. Et on attendait, parce que forcément dans cette discussion, des choses ont été dites, on s'attendait à la fin, et la prochaine étape sera certainement la remise de mon passeport. Lorsqu'on a reçu l'avocat de Charles Blé Goudé ici, lorsqu'on a demandé son passeport, quand on a reçu le ministre de la Réconciliation, ils nous ont dit les choses sont en cours, patientez. On n'a pas eu de prochaine étape. Pour Rihanna, est-ce que vous savez que quand Laurent Gbagbo a reçu ses passeports, justement, il y a une émissaire qui est venue d'Abidjan. Ça me rappelle, c'est pour ça qu'on dit, ça pourrait être concret, il y a quelqu'un qui est parti d'Abidjan, qui est allé à Bruxelles et qui a remis les passeports de Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire qu'un déplacement comme ça, excusez-moi. Un billet d'avion pour aller, juste une visite fraternelle, on peut le faire au téléphone, par mail, tout simplement. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et là je vais être très vicieux, et si on attendait quelque chose de Blé Goudé qui n'est pas encore là? Bon, peut-être que c'était ça, cette publication déjà, c'était certainement ça qui était attendu. Peut-être ça, peut-être que des choses ont été dites, on ne dit pas tout non plus. Non, c'est possible parce que c'est un acteur politique important, on sait le rôle qu'il a joué de mobilisateur auprès de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit bien que Blé Goudé n'a pas, en tout cas, il n'occupe pas toute la place qu'il aurait dû ou pu occuper dans l'organisation de Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on peut demander des choses. Moi, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour demander des choses à un acteur politique, il faut quand même desserrer les liens. Parce que quand même, le gars, il est lié, il n'a pas de passeport. Enfin, il ne peut pas bouger. Pour moi, c'est un peu vicieux tout ça. C'est là que je vais venir avec je vais être d'accord avec Rihanna pour dire, bon, écoutez, c'est vrai que vous attendez des choses. En tout cas, je pense qu'ils ont pu tester la réaction des partisans de Charles Blé Goudé, parce que quand on regarde les commentaires, je regardais tous les commentaires, ils étaient positifs. Les partisans de Charles Blé Goudé étaient contents. Félicitations, nous sommes contents, nous sommes ravis. Bon, je pense qu'Abdraman Danyougo ne fait pas partie des personnes qui ont réagi, parce que lui, il parle de fétichisme autour de la photo. Franchement, c'est vide en fait, on n'a rien à retenir. Rihanna qui pourrait être parmi ces partisans-là et se réjouir, mais non, ce n'est pas là qu'on doit se réjouir. Et puis moi, je pense, mais même politiquement, puisque pour répondre un peu à la question de Brice, sur mon dernier tour de table, je pense que pour obtenir des choses de Blé Goudé, je pense que c'est déjà de lui donner son passeport et de dire, bon, voilà, nous, on est cool, on te remet ton passeport, on te réserve vraiment voilà, de la sécurité. Mais si on voulait garder ce flou autour de cette question... Je pense que c'est ça le plus important. Non, mais si on voulait garder ce flou autour de cette question, je ne pense même pas que Blé Goudé aurait évoqué le fait que cette question a été mise sur la table pendant cette rencontre. Alors, je vais être encore plus gentil. Cette fois, je ne serais pas vicieux. Je dirais peut-être qu'on est parti demander à Blé Goudé quelles sont les conditions qui peuvent accompagner son retour. Parce qu'il n'y a pas que le passeport, il y a aussi les conditions de son retour. C'est ça, bien sûr. Ça pourrait être ça. Donc, du coup, soyons optimistes. Merci.
On va à la pub avant de recevoir notre prochain invité. Tiens, ça fait un petit bruit. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, un suite FM de notre rendez-vous ce soir et nous serons bientôt en compagnie de notre invité. On va accueillir juste après une courte pause. Ce soir, et on va dire quand, c'est en musique, Bali Bleziri Camille est en notre compagnie sur ce plateau. Il est journaliste reporter, on le reçoit comme ça et en musique. Bonsoir, chère Aînée. On va même se lever pour vous accueillir. Bonsoir, Bienvenue. Bravo les filles. Voilà. Ouais. Pour nous, c'est un double plaisir de recevoir quelqu'un qui est l'auteur de ce magnifique ouvrage. Mais en plus, c'est un aîné qu'on reçoit. Et c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Monsieur BBC, comment vous a surnommé très très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci. Je tiens en ce moment un vrai bijou. C'est un vrai bijou, je le garde précieusement. Qui a été présenté donc le 3 novembre 2021. L'ouvrage est baptisé Mes passions. Et moi. Et moi, ce sont venus. Véritable balade musicale à travers donc votre objectif. C'est quoi la jolie histoire? J'ai coutume de dire que lorsqu'on est sur ce plateau, on parle d'une jolie histoire. C'est quoi la jolie histoire autour de cet ouvrage? Avant de commencer, je vais féliciter cette maison. Merci. Je vais féliciter cette maison et puis parfois le culot que vous avez de parler de choses dont on ne parle pas dans les télévisions. Et puis vraiment, je suis content de pouvoir avoir une maison comme celle-ci qui anime la société ivoirienne avec des gens qui sont ivoiriens et qui sont à la hauteur de ce qu'on voit ailleurs. On veut copier ailleurs alors que nous avons ce que nous avons ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Merci. Cela dit, c'était quoi ta question? Alors, une jolie histoire. derrière. Ça va être un bon moment. Oui, Je peux vous assurer que ça va être un magnifique Absolument. moment. Alors, la jolie histoire, c'est que ce livre a été réalisé par la volonté d'une dame qu'on appelle Madame Amouakon, qui est le PDG de Burni Édition, à qui je veux rendre hommage ici parce que l'Afrique, on a dit un jour quelque part que si tu veux cacher quelque chose, il faut cacher ça dans un livre. Et de plus en plus, ça se dément, ça. Oui. Ça se dément parce que les Africains s'intéressent plus à la lecture. Et ce livre est très facile à lire parce qu'il a un pourcentage très élevé de photos. Des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas qu'on apprécie, et qui sont dans ce livre, avec des textes qui vont avec leurs photos. Et je pense que c'est une autre manière d'écrire. J'aurais pu écrire un livre avec, du début à la fin, une histoire qui tient debout ou qui ne tient pas debout, mais c'est une histoire. Mais là, je pense qu'il y a un intérêt particulier à lire ce livre, à visiter ce livre, je crois que c'est le mot qu'il faut, à visiter ce livre, à cause des éléments qui y sont, à savoir, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens avec qui on est tous les jours, ce sont des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce sont des gens qui animent la société ivoirienne. Ce sont des artistes ivoiriens. Je veux rester sur un mot quand même qu'il a dit, parce qu'il parle de visiter. C'est vrai que c'est carrément un musée, j'ai envie de dire. C'est comme une exposition même de photos, pour prendre un vocabulaire qu'Edith connaît bien. Qu'est-ce qui vous fait aller vers cette histoire photographique? Pourquoi faire ce parcours photographique? Alors, il y a un problème. L'Afrique a un gros problème. L'Afrique n'a pas de... Comment on dirait ça? De souvenirs? Le mot est plus fort que souvenir, mais ça veut dire la même chose. De mémoire? Mémoire, merci beaucoup. L'Afrique ne construit pas ses mémoires. Toute la mémoire de toute l'histoire, quelles que soient les composantes de cette histoire africaine, est en Europe. Et je trouve ça dommage. Parce que les Africains aujourd'hui, du point de vue des hommes cultivés, il y en a beaucoup. Du point de vue de la matière, il y en a beaucoup. Du point de vue de ce qui nous concerne, les artistes ici, il y en a beaucoup. L'Afrique danse tous les jours à la télévision, mais
Ces danseurs, on ne les prend pas au sérieux, on n'écrit pas sur eux, on ne fait rien de bon sur les artistes. Il n'y a pas de mémoire. Et mon éditeur m'a dit une phrase qui m'a édifié. Ça m'a fait plaisir parce que ça concernait le travail que j'ai fait, mais en même temps, ça m'a édifié. Mon éditeur m'a dit, c'est le premier dans le genre, ce livre. Ouais. Il y en a d'autres qui vont être faits ou qui ont été faits, mais c'est le premier dans le genre. Mais la Côte d'Ivoire, à quel âge pour qu'un livre sorte aujourd'hui, alors qu'il aurait pu en sortir Depuis longtemps. depuis longtemps? J'ai quelqu'un à côté de moi qui est la femme de Monsieur Bleu. Je ne sais pas, elle ne porte pas de robe bleue. Aujourd'hui, oui. Sinon, j'ai l'habitude de porter du bleu. Et j'ai décidé de ne plus faire de blagues autour des couleurs. Je lui ai piqué sa robe. Exactement. Et donc, elle sait de quoi je veux parler. Effectivement. Elle est l'épouse d'un artiste, un peintre, comment on appelle ça? Reconnaissant, Artiste peintre. Un artiste peintre. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce monsieur Bleu, il doit avoir beaucoup de problèmes. Des problèmes de moyens surtout pour exposer, pour faire ces choses. Et je pense qu'il est important que l'Afrique se prenne en charge de ce point de vue-là. Voilà, je crois que c'est important, c'est à cause de la mémoire qui est défaillante. Très bien. Et à propos de mémoire, on va commencer, André, avec votre permission. On va commencer à parcourir donc, ce livre. Après, on va voir au Oui, côté un de très, jolies très beau photos. livre, oui. On va avoir des photos même insolites, parce qu'on a vu certaines stars sous d'autres coutures. Ce livre, on l'ouvre, tout ce parcours, en tout cas, on l'entame avec un hommage à des producteurs. Pour dire qu'il y a de la musique. Bon, d'ailleurs, André m'aurait posé la question, que contient ce livre? On a parlé de ce que ça représentait en termes de mémoire, mais globalement, donc je vais revenir sur ma question tout à l'heure, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Des photos de qui? Des photos d'artistes? Je m'apprête à poser la première question sur les producteurs, mais je me suis rendu compte qu'on reviendra dans un premier temps sur le contenu même du livre. Quand on parcourt Mes passions et moi, on a rendez-vous avec des photos, avec du texte, mais des photos qui retracent quoi? Alors, comme dirait quelqu'un, la musique, c'est un métier comme tous les autres métiers. Je suis journaliste, c'est un métier. Et la musique, je dis toujours ça en riant, hein, parce qu'on confond. Quand quelqu'un est sur un podium, qu'il est en train de jouer de la guitare, il est en train de travailler. Oui. Dans la même salle, il y a quelqu'un comme moi qui est dans la foule, qui le regarde et qui danse. Moi, je m'amuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui est en train de travailler ou une dame qui est en train de travailler. Mais dans la salle, tous ceux qui font le bruit, là, ce sont des gens qui sont venus pour s'amuser, ils ont payé pour s'amuser. Voyez-vous? Donc, la musique, il faut comprendre que c'est un métier. Autour de ce métier, il y a d'autres métiers qui s'enclenchent et qui font que ce monsieur peut danser, peut travailler tout en gagnant sa vie. C'est ça. Mais beaucoup de musiciens eux-mêmes africains, beaucoup de musiciens africains pensent que quand ils sont en train de travailler, ils s'amusent. Et c'est une erreur. Quand tu joues de la guitare pour faire danser les gens, tu es en train de travailler. C'est clair. Tu ne t'amuses pas. Et il faut donc conscientiser les gens. À partir de ce moment, il y a donc des musiciens dedans. Mais autour de ces musiciens dans ce livre, il y a ceux qui font que les gens sont des musiciens. C'est-à-dire les producteurs et tous ceux qui, autour des musiciens, font un boulot pour sortir un disque, pour sortir tout ce qui... Voilà, une œuvre. Voilà. Donc je pense que c'est ça que j'ai... Et c'est un livre que je trouve, quand je le vois déjà, hein, je trouve il est magnifique. Et c'est la première fois que je vois un ouvrage aussi volumineux, aussi impressionnant. 668 pages. Combien de temps ça vous a pris pour arriver à ce résultat? Les photos ont pris du temps. Parce que les photos, il faut les faire. Oui, bien sûr. Et puis quand on fait les photos... Il faut les classer? Non, c'est pas ça. Quand on fait les photos, on grandit avec. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire la photo en 1970, par là. Ça fait longtemps. Et je suis très riche dans la photographie, dans les photos que j'ai, les documents que j'ai. Mais quand on fait donc, les photos, ça prend du temps. Écrire un texte, je suis journaliste, donc on écrit tout de suite. Et je ne me suis pas vraiment embêté sur les textes, mais ce sont sur les photos.
Parce que les photos, il faut les conserver, il faut traverser le temps avec. Et surtout, il faut trouver un éditeur. C'est ça. Et ce n'est pas évident. Et comment ça s'est fait? Bon, alors, ces photos, l'éditeur, je suis allé un jour avec Serge Billet, qui a d'ailleurs fait la préface de ce livre. Au Palais de la Culture, il y avait le salon du livre. Et ils vendaient leurs livres et tout le monde était là. Et mademoiselle, comment elle s'appelle, Kwame, quelque chose, elle est artiste, mais elle est aussi quelqu'un qui écrit des livres à la maison d'édition où je suis. D'accord. Et elle fait les livres sur la coiffure. Ok. Coiffure et femme. Oh, j'ai oublié son prénom. Et elle est venue présenter son livre et je lui dis, j'étais avec Serge, et je lui dis, mais comment vous avez fait pour... parce que je souffrais, il y avait un moment où il fallait absolument que je fasse sortir quelque chose, mais ce n'était pas vraiment dans ma tête. Ouais. Quand je l'ai vu, ça s'est formaté comme ça. Ça s'est organisé un peu. Et puis je lui ai demandé, mais c'est qui votre maison d'édition? Elle m'a dit le nom de la maison d'édition et elle m'a donné le téléphone. J'ai appelé et je suis allé voir la patronne de cette maison d'édition qui s'appelle Madame Amwakom. Et Madame Amwakom, c'est une dame extraordinaire. C'est une dame qui, elle me connaissait, moi aussi je la connaissais, mais c'était pas une relation. Mais elle m'a tellement reçu, la manière dont elle m'a reçu m'a motivé en me disant, vas-y, parce que je crois que le bon Dieu a fait que vous vous êtes rencontrés. Moi, je crois en Dieu. Dans tout ce que je fais, il est toujours présent avant que je le fasse. Très bien. Et donc, je me suis dit, il faut y aller. Et je suis allé voir cette dame. J'ai commencé à lui expliquer, je lui ai présenté quelques photos. Elle m'a dit, je ne veux plus regarder vos photos, allez-y, faites. Je vais m'occuper de... Je voudrais très rapidement revenir un peu sur c'est mes passions. Et ça, c'est intéressant de comprendre. Quand vous faites la première photo, les premières fois vous faites des photos, mais vous êtes un passionné déjà de musique et sans doute de votre métier. Est-ce que vous vous dites que la photo va vous amener là où vous êtes aujourd'hui avec ce bouquin? C'est ça que je veux comprendre, comment cette passion-là, vous avez pu la tenir jusqu'à en arriver là. C'est toute mon histoire. Ouais. Quand je faisais ces photos, je n'avais pas de livre en tête. Mais j'aime la photo. Ça me parle. Mais en même temps, je n'ai pas envie de faire quelque chose d'extraordinaire avec. Et puis, quand je suis entré à faire des photos qui parlent, c'est-à-dire je suis entré à faire des photos de grands artistes, de Bruce Springsteen et tous les autres. Bon, Bruce Springsteen, il sortira dans le prochain. Ouais. Lui et James Brown, Johnny Pacheco, tout le monde, des gens que j'ai connus dans ma carrière, on a été assez proches pour certains. Et puis bon, et donc, je me suis dit, il faut que je m'engage à faire à ces photos. Et c'est devenu plus qu'une passion après. Ce n'était plus seulement une passion, c'était une volonté de faire. Et puis c'est en ce moment-là, que j'ai pris conscience de la mémoire, l'absence de la mémoire. Moi, je suis quelqu'un qui regrette beaucoup certaines choses en Afrique. Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais qui ne sont pas faites. Tout le monde, et je dis toujours à ma femme quand je vais rigoler, que les politiciens que nous avons sont des gens qui viennent au pays, mais quand ils ont traversé l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils sont différents de ce qu'ils étaient avant. Avant, en France, ils sont à la Féance, ils sont dans je ne sais pas quoi, dans toutes les organisations révolutionnaires. Mais dès qu'ils traversent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils changent. C'est des gens qui sont là pour gagner de l'argent. Je n'ai pas peur de le dire, c'est des gens qui sont là pour gagner de l'argent. Et ça ne rend pas service à notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il faut que quelque part, dans ce livre, on fasse la concrétisation de ce que j'ai considéré comme la mémoire, mais en commençant par la musique. Donc c'est finalement devenu un sacerdoce pour vous, d'une certaine manière. Oh, je ne sais pas si on peut appeler ça un sacerdoce, parce qu'il y a la foi qui joue avec ça aussi. Et il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de photos. Demain, dans mon deuxième livre, on parlera de photos. Mais peut-être qu'avec mes voyages, des choses se sont renforcées en moi. À savoir que je suis allé à Cuba 2 fois. Et j'ai vu à Cuba qu'on parlait Yoruba. Non. Ah oui.
on parle Yoruba à Cuba. Et ce sont des rites de religion. Moi, je crois en Dieu. Et je ne suis pas très vaudou et tout ça. Mais je crois qu'on ne peut pas perdre ça. Des gens ont passé plus de 500 ans de leur vie à maintenir ça. Pourquoi l'Afrique ne maintient pas? Pourquoi l'Afrique ne fait pas? Pourquoi l'Afrique perd ce qu'elle a? C'est ça mon problème. Très bien. En tout cas, on a parlé dans cette première partie d'entretien de tout ce que ce livre pouvait renfermer. On va, dans la deuxième partie, parler de façon très concrète. On va commenter les photos. On va voir ce que ces photos-là nous racontent comme histoire. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure. Le prénom que vous cherchez, c'était Suzanne Kwame. Non, Suzanne Kwame, elle, c'est une. Elle s'appelle pas une Suzanne. actrice. Ah oui, Suzanne Kwame, c'est elle. C'est elle, l'actrice. Voilà. C'était l'actrice. L'actrice, C'était ouais. Suzanne Kwame, merci. Je vous en prie. Merci. Bon journaliste, je ne peux pas vous montrer. C'est une actrice. Hein. Franchement, ça l'a même aidé. Ça m'a aidé. On pensait que c'était pas la même personne. J'ai dit Kwame, mais je n'ai pas dit Suzanne. Oui, parce que lorsque vous avez fait les références aux cheveux, Suzanne, elle fait voilà, d'un magazine qui s'appelle Kundan. C'est vrai, elle a les cheveux. C'est ça. Et elle fait des choses qui parlent de cheveux. Elle a un magazine d'ailleurs qui parle de cheveux. C'est Madame Amoakon qui produit son livre. Voilà. Elle a 2 ou 3 livres là-bas déjà. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk quand vous nous regardez sur les canaux 206 du Bourg Canal+. Et numéro 6 de la TNT en musique, vous avez un des plus grands succès de notre musique avec un des plus grands artistes qu'on a connu, Django Strong. Ça, c'est du Nia, ça. Et ça et là, vous avez rencontré Django Strong. Vous avez été très proche de Django Strong. Je suis très proche de Django Strong, c'est un ami que j'ai. Et on s'est rencontrés dans la musique. Et un jour, je suis allé le présenter à Manu Dibango et à Francis Bébé, qui sont dans mon prochain livre d'ailleurs. Et bon, ça s'est passé, ça s'est pas mal passé. Mais après, il n'y a plus de temps, ils ne se sont plus revus. Et Django a continué à faire de la musique. Et le disque que vous écoutez date de très longtemps. Mais Django est quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ce qu'il fait dans sa musique, il fait beaucoup de salsa aussi. Et il a fait de la salsa avec des gens de New York qui lui font de la salsa que vous allez écouter un jour quand ça va sortir. Ah ben, c'est avec plaisir. J'allais demander, on retrouve dans ce livre des images d'artistes que la jeune génération n'a pas vraiment connus ou n'a que très peu connus. Donc on revoit l'histoire de ces artistes. Qu'est-ce que vous voulez laisser à la jeune génération comme message venant d'eux? Ça, c'est à eux tous, ce n'est pas la jeune génération seulement, parce que les erreurs que les enfants font, les anciens l'ont fait et ils n'ont pas laissé vraiment de chance aux jeunes de choses. Je veux dire que il faut dire aux artistes africains qu'ils soient des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas jouer, ce sont de très bons musiciens. Nous avons d'excellents musiciens. Mais on les classerait encore dans la catégorie de ce qu'on appelle les amateurs. Parce que beaucoup parmi eux ne sont pas des professionnels. Je veux parler de nos artistes que nous avons ici. Je ne parle pas des gens comme les Manu Dibango. Ça, ce sont de grandes personnalités. C'est différent. Mais les artistes, en général, il faut leur laisser le message du métier. La musique, c'est un métier. C'est celui qui danse, qui s'amuse. Très bien. Très bien. Celui qui joue la musique, il travaille. On veut revenir un peu sur l'histoire avec chacun de ces artistes-là. Ouais. Est-ce que, je veux savoir, il y a des moments où vous avez pensé qu'un artiste, vous étiez en train de participer à une histoire particulière? Est-ce que vous étiez en train de vous dire, par exemple, on prend des exemples que vous avez Avec la photo de Louga François voilà, tout à parce l'heure. que vous avez des pages Louga François, des pages Aïcha Koné, des pages Alpha Blondy. Est-ce que parmi ces artistes-là, il y a un ou deux, vous étiez en train de les photographier et vous vous disiez que vous participiez à quelque chose peut-être d'historique ou d'important dans notre histoire musicale? Est-ce que vous aviez ces idées-là ou bien c'est après que ça vous est venu? Je dois avouer que c'est après que c'est venu. Parce que on voyait ces artistes évoluer et il y en a parmi eux qui prenaient de la forme. Ouais.
Et puis l'orchestre de la RTI est arrivé. Et l'orchestre de la RTI s'est érigé en orchestre rempart. C'était un rempart formidable qui a été mis sur pied par M. Ben Soumaro, paix à son âme. M. Ben Soumaro a pensé qu'il fallait faire un orchestre de sa télévision qui serait une sorte d'orchestre national. Ouais. Et en même temps, il a fait venir, M. Bonkana Maga était déjà là. Mais les deux n'avaient pas encore, s'étaient pas encore assis pour parler d'orchestre. Et lui, il avait le projet de faire venir Manu Dibango ici pour faire de l'orchestre de la RTI le pilier qui allait permettre aux artistes ivoiriens d'éclore. Et donc, les musiciens, bon, ils travaillaient, ils étaient ensemble, mais ce n'était pas encore ça. Il y avait des petits orchestres qui se créaient, mais la télévision était en comment je vais dire ça, ça bouillonne. En ébullition. C'était en ébullition parce qu'il y avait Ben Soumaro, il y avait Georges Benson, il y avait le petit Kassi, Fulgence Kassi, il y avait quelques autres animateurs. Et la télévision était l'espace qui avait besoin d'un autre bouillonnement qui était musical. Très bien, très bien. Et donc, il fallait mettre les deux ensemble. Et M. Ben Soumaro a réussi à faire venir M. Manu Dibango, qui est resté ici quelques années, pour former cet orchestre. Et quand il a formé cet orchestre, ça fait jaillir les gens, Chaconé et tout le reste. Et vous avez traversé le temps, hein, on le voit avec toutes ces photos que vous avez prises de ces différents artistes. Et on sait aussi qu'à un moment donné, au fil des mois, le photographe se lie forcément à son sujet. Vous avez vu des personnes, des artistes partir. Est-ce qu'il y a un départ qui vous a touché particulièrement parmi tous ces artistes qui sont partis? Louga. Pourquoi? D'abord parce qu'on était assez proches familialement. Il n'est pas de ma famille, mais c'était aussi c'était mon tonton. Mais en même temps, c'était un petit frère à ma mère. Ok. Ils étaient assez proches. Et Louga, c'était quelqu'un de particulier. C'était quelqu'un qui a... Oh, est-ce que je peux... Je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, allez-y. Allez-y, Oui, sans filtre. comme on dit. Il a mal vécu son époque, son temps. Parce que lui, la musique, c'était pour vivre. Une forme d'exubérance. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne possédait pas... Ce qu'il avait ne reste pas dans sa main parce qu'il le donne. Il le partageait. Il le partageait, il était bon. Louga François était bon. C'était quelqu'un de bien. Louga François, je ne l'ai pas vu fâché une seule fois. Pourtant, peut-être que c'est lui. Mais les gens lui faisaient quand même des choses, on le critiquait. Mais bon, tout ça, pour lui, ça faisait partie de sa vie artistique. C'est quelqu'un qui est né à une époque où il n'y avait pas d'agent. Aujourd'hui, on ne parle pas de manager. Ouais. On parle d'agent. Ouais. Un agent, il a la vie de l'artiste dans sa main. C'est valable pour les musiciens, pour les peintres, c'est valable pour tout le monde. Un agent, c'est lui qui a la vie de l'artiste dans la main. C'est lui qui dit, aujourd'hui tu as rendez-vous ici, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui tu dois aller jouer tant. C'est lui qui cherche. Mais en plus de ça, aujourd'hui, il y a ceux qu'on appelle les tour managers, qui sont les organisateurs de spectacles et tout ça. Bon, Louga François, dans son temps, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Quand il gagnait quelque chose, il partageait, il se disait j'avais besoin de Louga m'habiller. François prenait un taxi, ça restait toute la journée avec lui. Le compteur tourne. Ouais. Et on a même Ça, parlé de d'accord. l'hôtel aussi, L'hôtel, c'était l'hôtel Ivan. pareil. Oui. Ouais. Bon. Mais le président Oufouette l'aimait beaucoup. Ouais. Monsieur Ougnin, l'ambassadeur Ouais, Ougnin, l'ambassadeur. l'aimait beaucoup. Et quand il est parti, ça m'a fait mal. Ça vous a fait mal. Ouais. Parlons justement des artistes qui sont partis. Est-ce que vous pensez, parce que vous qui avez traversé toute cette histoire, est-ce qu'il y a une forme de malédiction qui est liée au talent artistique? Parce que, remarquez, il est parti, il était bourré de talent, Ernesto Djedje, il y a eu Jimmy Hyacinthe, j'en oublie tellement, ils avaient un talent fou. Et Niaouri Jimmy, vous en parlez dans ce livre, j'ai lu, c'est parti. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, de lié, d'une forme de malédiction qui serait liée au talent des artistes? Est-ce que vous pensez ça, vous, qui avez parcouru toutes ces époques? Je ne peux pas dire ça comme ça, simplement parce que
Si je prends les artistes aux États-Unis, si je prends les artistes en France, c'est pas la même chose. C'est ça. Il n'y a que les artistes africains souffrent de l'absence, je dirais, de l'État. Il n'y a pas d'environnement. Or, il faut deux environnements aux artistes. L'environnement où il y a le bouillonnement de culture, qui appelle le deuxième environnement où il y a les hommes d'affaires, ceux qui financent la culture. Ce n'est pas que la musique. Son mari, s'il trouve quelqu'un qui est dans le bouillonnement des hommes d'argent, il va traverser, je ne sais pas, il va faire le tour du monde, il vendra des tableaux à 100 millions. Je vous rassure, hein, c'est un peu le cas. Hein, parce Oui, qu'il mais est en France, en ce moment- avec la fondation BJKD. En France, en ce moment, pour une Diabou, tout ça. Donc, exposition. ça, Ça veut je pense dire que c'est ce que que vous dites. Cela c'est confirme vraiment- ses Exactement. dires, en fait. Il c'est ça. confirme ce que vous dites. hein. Exactement, Voilà. il a Confirme. compris. Il s'est battu tout seul. C'est ça. Ouais. Je ne connais pas M. C'est fait Bleu, tout seul, oui. mais j'ai beaucoup d'admiration pour M. Bleu. Mais voilà. Le À côté de ça, après. on est en fin d'émission, malheureusement, il y a tellement de choses, Il y a parce que vous tellement l'avez de dit, il y a choses. 688 Ah pages oui, à c'est- parcourir. Il y a des photos insolites, on a vu tout à l'heure les photos de Lucas François dont vous parliez, on a des photos Mais même Joël sait, ça m'a touché de revoir ces Exactement. photos. Et on ne va pas dévoiler toutes les photos parce que d'ailleurs, il faut aller acheter Voilà, le acheter le livre. livre. c'est ça. Le livre, c'est pas un cadeau. Le Merci. livre donc est disponible dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Voilà. En tout cas, on va terminer par cet hommage-là que vous rendez. Je voulais commencer l'émission avec, mais on va terminer par cet hommage que vous rendez à ces personnes-là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. On Ouais. s'en plaint, les artistes aujourd'hui se plaignent de mécènes, de personnes qui injectent de l'argent, qui croient, qui font des investissements. À l'époque, vous avez cité donc M. François Cognan, Abdoulaye Sissi, M. Raïm Badamassi, en tout cas d'autres, des noms comme ça, de personnes qui ont cru en cette musique ivoirienne-là, qui ont investi. Et aujourd'hui, elle a toutes ses lettres de noblesse. On voulait quand même terminer cette émission-là par votre voix en leur rendant hommage. Moi, je veux rendre hommage à ceux qu'on a appelés les producteurs en Ango. Les gens se foutaient de, je vais employer le mot foutaient, parce que c'est le mot qu'il faut. Les gens se foutaient d'eux, se moquaient d'eux. Mais en réalité, ces gens sont venus en Côte d'Ivoire en pensant qu'ils vont produire des disques et se faire de l'argent. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire une histoire. Ils étaient au début d'une histoire qui peut-être demain va devenir une très grande, belle histoire. Une très belle histoire. Ça veut dire quoi? Que les gens comme Chakara Music, vous en avez entendu certainement parler. sûr. Happy Music. Des gens comme Badmos. Tous ces gens ont dépensé de l'argent pour construire les racines de la musique ivoirienne. Ils ont payé ça cher parfois parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils entraient. Parce que c'est un métier, hein, ils sont entrés dedans, mais ils ne savaient pas dans quoi ils rentraient. Mais ce sont eux qui sont à la base de ce qu'on appelle la musique ivoirienne aujourd'hui, techniquement parlant. Avant eux, il y a eu un Libanais qui s'appelle M. Safieddine. Au début, dans les années 50, là, M. Safieddine, les premiers disques d'Amédée Pierre et tout, lui-même, et quand l'orchestre venait jouer, il était tellement content qu'il rentre avec la cloche et puis il tape, il joue. C'est pour vous dire quel était l'esprit. Bon, ces gens, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. Ça a commencé à s'organiser en Côte d'Ivoire avec Cognan. Cognan, ouais. Mais Cognan était le seul Ivoirien sérieux qui était dans ce secteur-là, qui pouvait faire des choses essentielles. Parce qu'il avait compris. Il a pris la maison, à l'avenue 21, où il y a aujourd'hui Radio Jean. C'était la maison de ses parents. C'est ça. C'était la maison de ses parents. Et puis, il y a eu Mme Oro. Oui. Mme Oro, elle est venue commercialement industrialiser la musique. Exactement. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et d'ailleurs je suis très triste de savoir que malheureusement cette émission est en train de s'achever. Merci beaucoup, cher aîné. Pour Merci ce beaucoup. partage. Exactement, Ouais, bien sûr. on entend bien vous inviter une prochaine fois. plaisir. Parce qu'on va parler de ce livre, on va parler du prochain qui est en préparation. Merci d'avoir été en notre compagnie et puis on en profite pour rendre hommage à tous ces artistes-là qui ont marqué Dites notre merci histoire. à Mme Amouakon. Il n'y a pas de problème. Dites Ouais. merci à Mme Amouakon parce que Elle nous regarde. elle nous regarde et puis elle a pris, juste un petit mot, le livre de Tibius Kofi qui sort. Qui a fait avec Kipré, voilà. sur le reggae ivoirien. C'est génial. Voilà, Ouais. c'est la même idée. Et c'est elle qui a dit, venez,
je vais prendre. Très Ouais. bien. En tout cas, Donc, grâce à vous, on dit que les a des artistes choses ne qui meurent vont jamais. exister à cause de Et on cette les On va aura. laisser des traces. Merci beaucoup, monsieur Blésiri, Bali Camille. Je serai Grando au BBC. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Nous, on vous retrouve demain sur ce plateau-là pour un autre moment du Live Talk. Prenez soin de vous. Et je crois que c'est en musique qu'on va se dire au revoir. Demain, André? Il y a un face à la Côte d'Ivoire. Face Oui. à la Côte d'Ivoire. Ah, demain, on a fait ça à la Côte d'Ivoire. Là, on a ça. Ça va que c'était quoi dans Z du groupe Oya qu'on va se dire au revoir. Ça vous rappelle de souvenirs. Merci. Merci. Merci.